Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un bilan culturel de mon année 2023. Alors évidemment, comme vous pouvez vous en douter, j'ai vu beaucoup trop de films, écouté beaucoup trop de musique, vu beaucoup trop de séries, joué à beaucoup trop de jeux de société, etc. pour que je vous parle de tout. Surtout, si vous êtes un habitué de ma chaîne, vous savez que j'ai l'habitude de parler très longtemps des choses que j'aime. Cette vidéo sera donc un condensé de ce que j'ai aimé au niveau culturel en cette année 2023. Ce sera en quelque sorte une vidéo favori culturelle. Il y aura donc moult catégories dans cette vidéo. Comme d'habitude, je mets tout dans les timers de la vidéo. On va parler de plein de choses, ça va être très chouette. Posez-vous devant cette vidéo et discutons ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont les choses culturelles, les films, les musiques, etc. qui ont illuminé votre année 2023 et que vous me recommandez. Voilà. Tu nous rejoins pour la catégorie musique, Niméria? Tu dis bonjour à la caméra. Oh, elle va pas être contente. Voilà, mon petit bébé chat. Bon, vous me connaissez, j'écoute tout le temps de la musique, il n'y a pas un seul jour sans que je n'allume mon Spotify. Mais là, je vais vous parler de la crème niveau musique. Ces chanteurs, ces artistes qui ont accompagné mon année 2023, que j'ai redécouvert. En fait, j'ai remarqué que niveau musique, c'est que des redécouvertes. La première artiste que je voulais évoquer, c'est Marina Kaye. Vous la connaissez peut-être, c'est une chanteuse française qui a notamment gagné La France a un incroyable talent en je ne sais plus quelle année. Notamment, je l'écoute beaucoup en écrivant. Je trouve que ses musiques sont parfaitement triste et dramatique quand on écrit. Elle va sortir son prochain album le 15 mars et le 15 mars, vous pouvez être sûr que la première chose que je vais faire durant ma journée, c'est d'écouter son album. Les chansons de Marina Kaye, c'est totalement ma vibe. Elles sont dramatiques à souhait. Il y a souvent des montées crescendo, c'est-à-dire que la musique commence un peu doucement et le bridge final, c'est une explosion d'instruments. Et en plus, Marina Kaye, quand même, ce qui est clairement à dire, c'est qu'elle a une voix incroyable. Comme je vous disais, ces chansons, c'est vraiment l'ambiance parfaite pour écrire. Moi, elle est vraiment partout dans ma playlist d'écriture parce que c'est dramatique, c'est crescendo, ça nous entraîne vraiment. D'ailleurs, ce que je voulais préciser, c'est qu'elle chante en anglais. Voilà, pardon, c'était un peu le truc de base à dire, c'est une artiste française, mais 90% de ses chansons, c'est des chansons en anglais. Pour chaque artiste que je vais vous mentionner, je vais vous parler de mes chansons préférées de ces artistes, ou du moins des chansons que j'ai le plus écoutées de ces artistes durant cette année 2023. Sauf que Marina Kaye, j'écoute vraiment toutes ses musiques. C'est-à-dire que je peux vraiment mettre sa page sur Spotify et lancer ses musiques aléatoirement. Et même celles que j'aime moins, c'est quand même des chansons que je prends plaisir à écouter et que je trouve extrêmement belles. Mais je vais quand même vous citer quelques préférées. Alors je pense que ma chanson préférée de Marina Kaye, même si c'est dur d'en dire qu'une, donc en fait, voilà. Mais une de mes chansons préférées en tout cas, c'est Save Yourself, que je trouve magnifique et qui en plus fait partie de la bande son de mon roman, voilà. Il y a The All Nine aussi que j'adore, Twisted, Freeze You Out, et son dernier single d'ailleurs, c'est Why Do Bad Things Feel Good. C'est une de ses chansons qui sera dans son prochain album qui sort au mois de mars, et cette chanson, je l'ai tellement écoutée. C'est des chansons sur lesquelles tu peux imaginer des scènes de films un peu dramatiques et tout. Bref, écoutez Marina Kaye et streamez son nouvel album qui va sortir au mois de mars. Pour le prochain artiste que je voulais mentionner, je vais plutôt me concentrer sur un album en particulier. Je vais vous parler de Niall Horan. Oui, j'ai essayé de faire un accent, mais on peut simplement dire Niall Horan. Vous connaissez sûrement Niall, car c'était un membre des One Direction. À l'époque, vous savez sûrement que je suis directionneur dans l'âme. Je suis fan des One Direction depuis 2011. Je suis toujours son actualité musicale. Et il y a certaines chansons qui font partie de ma playlist, mais je me suis jamais trop arrêtée sur sa carrière solo. Même si il fait quand même toujours partie de mon paysage musical. Autant vous dire que c'est un de mes albums préférés de cette année 2023. Et je suis la première surprise. Pour moi, Niall, c'est vraiment un artiste qui est dans son studio et qui touche un peu à tout, qui tait ses instruments et qui écrit les paroles, les choses qui lui passent par la tête, les choses dont il a envie de parler, et voilà. Et s'il a envie que sa chanson soit comme ça, bah, il va pas la modifier pour que ce soit encore mieux, pour que ça touche encore plus de personnes. Si ça lui plaît comme ça, bah, il va le faire. Après, vous allez me dire, peut-être que tous les artistes sont comme ça, mais moi, Niall, c'est vraiment un artiste qui me donne vraiment cette sensation de... Ben en fait ça m'a plu comme ça, c'est tout simple, c'est une chanson à la guitare, c'est peut-être un peu simple, mais ça me plaît comme ça, donc je la sors comme ça. L'album The Show, il est très divers parce que il y a des chansons toutes simples à la guitare, mais il y a aussi des chansons qui bougent, des chansons entraînantes qui d'ailleurs
empruntent des influences à la pop des années 80. Et il y a aussi des chansons tristes, mais qui ont des envolées comme ça, assez crescendo, assez lyriques, avec un peu plus de piano et un petit peu plus d'instruments. Un mot pour décrire le travail de Nile, et ce qu'est Nile de manière générale, pour moi c'est vraiment l'authenticité. C'est honnête, c'est simple, c'est authentique, mais c'est ça qui fait que cet album est beau et que moi il m'a autant touchée. Mes 2 chansons coup de cœur de l'album The Show, c'est déjà la chanson The Show, qui est la chanson éponyme de l'album. Cette chanson, la première fois que je l'ai écoutée, elle m'a prise à la gorge. C'est vraiment une chanson qui est tellement émouvante et belle, avec une envolée comme ça crescendo sur la fin. Mon autre chanson préférée de l'album The Show, c'est Meltdown, que j'adore. Je voulais aussi vous parler d'un autre album qui a accompagné mon année 2023, surtout en cette fin d'année 2023, c'est l'album Guts d'Olivia Rodrigo. C'est une artiste que j'avais jamais trop écoutée. J'avais essayé d'écouter cet album, mais j'ai pas du tout accroché. Je voyais pourquoi ça fonctionnait, je voyais que c'était efficace et pas mal, mais moi c'était pas des chansons qui me plaisaient. C'était peut-être un petit peu aussi un côté I'm not like other girls, genre moi Olivia Rodrigo j'écoute pas trop, tu vois. Il y avait peut-être aussi un petit peu ce côté là, je dois avouer, hein, autant être honnête. J'ai donc découvert Guts le jour de sa sortie et j'ai été époustouflée par cet album qui est devenu un de mes albums préférés de 2023. C'est un album que j'ai écouté en boucle en cette fin d'année 2023. Pour tout vous avouer, cet album, les chansons, pour moi, c'est tout ou rien. Il y a des chansons, je les écoute jamais. Par contre, les chansons de cet album que j'ai aimé, je n'écoute que ça, en fait, tout simplement. Je vais évidemment vous partager mes chansons préférées de l'album Guts. Alors, Making the Bed, je l'ai écoutée en boucle, si bien qu'elle fait partie de mon top 10 de mes chansons les plus écoutées en 2023. The Grudge, Teenage Dream. Alors, oui, comme vous pouvez le remarquer, on est là psychologiquement, hein, tout va bien psychologiquement, c'est la chanson la plus triste de l'album, mais ok. J'adore aussi All American Beach, j'adore le fait que les couplets soient tout gentillets, tout mignons et que les refrains, elles gueulent. Mais je trouve surtout que ces chansons sont puissantes, autant dans les sonorités que dans la voix d'Olivia Rodrigo, qui a une voix absolument magnifique et puissante, mais aussi dans les paroles, en fait. Je trouve que dans Guts, tout est puissant. Et surtout, ça se sent, en effet, l'album s'appelle Guts, ça se sent qu'il est sorti avec les tripes. Elle a une vulnérabilité dans sa plume qui est vraiment, qui touche au cœur. They all say that it gets better, but what if I don't? Mais genre, mais pardon, Madame Olivia Rodrigo, mais ça va pas te faire des trucs comme ça. La partie musique est très longue, mais là, je vais vous parler de personnes qui sont très importantes et qui, surtout, vont me suivre en 2024. Et c'est des bangers, donc il faut que je vous en parle. Mes amis, est-ce que vous connaissez Likely? Est-ce que vous connaissez d'autres chansons de Likely, à part I Follow Rivers? Et là, c'est de ça dont je vais vous parler. Je sais même plus comment c'est arrivé, mais un jour, j'ai un peu réécouté des chansons de Likely, et je me suis dit, purée, mais ce qu'elle fait, c'est... ça me parle, c'est le genre de sonorité pop, avec beaucoup d'autres influences que j'aime bien, et donc j'ai écouté en détail ses albums, et en fait elle est sous-cotée. Je pense justement ce qui constitue la patte Likely, c'est qu'il y a toujours un petit peu cette même ambiance un peu éthérée, un peu mélancolique, même sur les chansons qui bougent un peu plus. C'est quand même un peu lancinant et un peu lent. Les chansons de Likely qui m'ont poursuivi en cette année 2023, alors déjà il y a ma chanson préférée de Likely, même si c'est dur d'en dire qu'une seule, mais celle-ci, c'est Gunshot, banger. Et je la trouve tellement forte et puissante cette chanson, tout en ayant un côté triste, et elle est très atmosphérique aussi. Et aussi Deep End, que j'ai vraiment écouté en boucle cette fin d'année 2023 et aussi ce début d'année 2024. Il y a aussi d'autres artistes que j'ai redécouverts dans cette même période, notamment c'est le groupe Daughter. Je les ai découverts avec la chanson Youth, qui est l'une de leurs plus connues. Et cette chanson, c'est une de mes chansons préférées du monde entier. Au fur et à mesure du temps, j'ai écouté une chanson de plus, puis une deuxième, puis une troisième, jusqu'à au final écouter tous leurs albums en entier. Et je peux vous dire que Daughter, je me dis mais j'ai perdu un temps fou en fait à ne pas les écouter, parce que maintenant je peux vous dire qu'ils font partie de mes artistes préférés. Et notamment, Daughter a fait la bande-son de Life is Strange Before the Storm. Et si vous connaissez mon amour pour Life is Strange, voilà, les étoiles s'alignent. C'est totalement le genre de chanson triste, mélancolique et atmosphérique que j'adore. Comme tous les autres artistes dont je vous ai parlé, ce que j'aime, c'est que les paroles sont profondes et touchantes, l'ambiance est atmosphérique, mélancolique,
est sombre pour certaines chansons, même pour beaucoup de leurs chansons en fait. La construction des chansons est souvent crescendo, les paroles, c'est de la poésie pure, c'est des paroles très introspectives. Le rythme de toutes leurs chansons, de manière générale, c'est assez lent et contemplatif. Les chansons d'auteurs qui m'ont poursuivi en cette année 2023 et toujours en 2024, déjà il y a la chanson Smother, qui fait partie de l'album où il y a la chanson Youth aussi d'ailleurs, qui date d'il y a 10 ans parce que cet album est sorti en 2013. La chanson Smother fait maintenant partie de mes chansons préférées du monde entier. I should go now quietly, for my bones have found a place to lie down and sleep, where all my layers can become reeds, all my limbs can become trees, all my children can become me, what a mess I leave to follow. Genre on dirait du Emily Dickinson quoi, j'ai envie de pleurer. De manière générale, j'écoute tout d'auteur en boucle, mais surtout les chansons style, Be On Your Way, Numbers et Youth. Mais Youth, c'est une de mes chansons préférées ever, donc ça c'est tous les jours de ma vie que j'écoute cette chanson. Le dernier artiste dont je voulais vous parler, pour le coup, ça c'est vraiment une redécouverte, on peut le dire. Je voulais vous parler de Aidan Grimshaw. En fait, Aidan Grimshaw faisait partie de la promotion d'X Factor avec les One Direction. Et d'ailleurs, je crois même qu'ils étaient assez proches, notamment je crois me souvenir de photos avec Aidan, Harry et Aidan et Louis, je crois qu'ils étaient pas mal proches aussi. Et donc, quand j'ai commencé à être fan des One Direction en 2011, évidemment, j'ai revu les émissions de X Factor, les castings, etc. Et c'est là que j'ai connu Aidan Grimshaw. Et j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour son style musical, sa voix. J'ai commencé à le suivre, à suivre ce qu'il faisait après X Factor. Et autant vous dire qu'à côté des One Direction, il a beaucoup moins fonctionné. Il y a même des fois, on n'entendait plus du tout parler de lui. Je ne savais même plus s'il allait bien, en fait, concrètement. Vous savez, le même là, je reviens et en fait je repars. Voilà, bah, c'était Aidan Grimshaw en fait. Et moi, bah, à partir de ce moment-là, je sais même plus c'était quelle année, mais bah, il est sorti de ma vie, quoi. Je me suis plus trop intéressée à ce qu'il faisait. Et là, en fin d'année 2023, alors je ne sais plus si c'était sur Instagram ou Spotify, je ne sais plus, mais je suis retombée sur lui et j'ai vu qu'en fait il était revenu dans le monde de la musique et là ça a l'air d'être assez marqué. Je me suis donc replongée dans son album qui est sorti en 2012 qui s'appelle Misty Eye avec cette pochette d'album au graphisme douteux digne des années 2010. Ce que j'aime chez cet artiste, et là ça va pas vous étonner, c'est ce que je vous ai dit pour tous les autres artistes, c'est qu'il a des chansons avec une atmosphère assez sombre, assez triste pour certaines, pas pour toutes, mais il y a souvent cette atmosphère assez mélancolique dans ses chansons, dans ses paroles. Il a certaines paroles, des fois c'est même... J'ai envie d'aller toquer à sa porte pour voir s'il va bien. Pour vous donner une idée, sur l'album Misty Eye, il a fait une reprise de Breathe Me de Sia, qui est aussi triste, voire même plus que la version originale. Voilà, juste comme ça vous donne une idée de cet album et aussi de l'état dans lequel j'étais en 2012 pour essayer de connaître un artiste qui est pas très connu, voilà, pour vous la péter. Juste pour ça, vous pouvez écouter Aidan Grimshaw. Mes chansons préférées d'Aidan Grimshaw que j'ai redécouvert en cette fin d'année 2023 et qui vont continuer de me poursuivre en 2024. This Island de l'album Misty Eye, Nothing at All, Is This Love, The Way We Are, qui est vraiment une de mes chansons préférée, je l'écoutais en boucle au lycée, je me souviens. Je voulais aussi vous parler vite fait des concerts que j'ai fait en 2023 pour clore en beauté cette section musique. Je vais pas vous mentionner tous les artistes que j'ai vus en 2023, mais les concerts qui m'ont le plus marqué. Alors déjà, j'ai vu Marina Kaye. C'était pas vraiment un vrai concert dans le sens où c'était un concert privé pour une radio, parce que j'ai fait des chroniques cinéma, voilà, pour la petite histoire, je faisais des chroniques cinéma pour une radio, et donc j'ai été invitée à une soirée privée pour fêter le 20e anniversaire de cette radio, je sais même plus, et Marina Kaye était là en showcase, en concert privé, donc c'était extrêmement court parce qu'il y avait d'autres artistes. Je crois qu'en tout, elle a fait 3-4 chansons, c'était vraiment extrêmement court, mais la voir en live, c'était incroyable. Mon amoureux était avec moi, et lui, il connaissait pas du tout Marina Kaye, et depuis, il est extrêmement fan, et il veut tout le temps l'écouter. Donc là, je n'attends qu'une chose en 2024, c'est revoir Marina Kaye en concert, et son concert à elle cette fois-ci. Aussi évidemment, je ne pouvais pas ne pas le mentionner, j'ai vu Harry Styles en concert en 2023 au Stade de France. J'en ai fait un vlog entier. Ça a été une expérience incroyable et émouvante de le revoir au Stade de France 9 ans après avoir vu les One Direction. Ça m'a vraiment énormément touchée. Il avait
une magnifique énergie sur scène et une interaction avec le public qui, je pense que c'est l'artiste avec le plus d'interaction avec son public que j'ai vu en concert. Et surtout, il y a eu des moments tellement drôles pendant le concert. J'ai fait la deuxième date à Paris au Stade de France en juin 2023. Si vous l'avez faite aussi, vous savez ce qu'on a vécu vraiment, mais je me suis tapé des fous rires. J'étais là en fausse au Stade de France avec je ne sais combien de milliers de personnes et j'étais en fou rire à cause d'Harry Styles. Et puis surtout, il a fait Stockholm Syndrome en live. J'ai entendu Stockholm Syndrome en live et ça, personne ne peut m'enlever. Et aussi en 2023, j'ai eu la chance de voir Pomme 2 fois en concert, une fois en festival et une autre fois elle toute seule dans une salle. Alors le concert où je l'ai vue elle toute seule, pour des raisons qui mettraient 1000 ans à être expliquées, j'ai un peu mal vécu le concert. Par contre, le concert de Pomme en festival, mais déjà j'étais au premier rang, j'étais vraiment à la barrière et ça c'est vrai que ça ajoute quand même quelque chose, parce que je pense qu'un concert tu le vis, tu passes un bon moment peu importe où tu es, mais c'est vrai qu'être vraiment tout devant, ça ajoute vraiment quelque chose en plus. C'était beau, doux, merveilleux et on brûlera en live, voilà, c'est... Voilà, je sais très mal faire ce chœur avec le petit instrument qu'elle a, je suis désolée, je sais pas le nom, mais elle le joue avec un instrument particulier et c'était juste un moment de grâce. Et la plupart des chansons qu'elle fait, elle les joue avec des instruments différents que dans la version studio et ça apportait vraiment une dimension différente aux chansons. Je pense notamment à Anxiété qui est tellement forte et puissante en live, sa voix est encore plus modifiée, il y a vraiment une explosion d'instruments à un moment et déjà qu'Anxiété c'est une de mes chansons préférées de Pomme, la version live, elle dépasse tout. Je vous propose maintenant de passer à la catégorie série. Donc évidemment, je peux pas vous mentionner toutes les séries que j'ai regardées cette année parce que tous les soirs, pendant mon repas, je regarde une série, donc voilà, vous vous doutez que ça fait quand même beaucoup d'épisodes de séries vues. Mon gros premier coup de cœur en 2023, c'est la série Extraordinary Attorney Who. C'est une série coréenne qui suit la première avocate autiste de Corée. Ensuite donc, cette jeune avocate qui s'appelle Woo Young-woo, qui entre dans le monde professionnel pour la première fois, qui rentre dans un grand cabinet d'avocats, et chaque épisode suit une affaire, un dossier que Woo Young-woo et son équipe suit. Et donc on suit tout simplement les aventures de Woo Young-woo avec son équipe. On voit leurs relations personnelles et aussi on voit les affaires qu'ils traitent parce que souvent ça permet d'évoquer dans cette série des sujets qui sont quand même sociaux, politiques. Des fois t'as des petites scènes de course-poursuite. Bon après ça reste une série qui est de manière générale très positive, donc évidemment que c'est pas des courses-poursuites où tu te doutes qu'un drame va arriver, mais il y a quand même des petites scènes d'action et juste après tu peux avoir une scène extrêmement douce de dialogue entre deux personnages qui te donnent juste envie de pleurer. Et en même temps, c'est une série qui évoque des sujets tellement profonds, comme par exemple le droit des femmes en Corée, la maltraitance des enfants dans le système scolaire. C'est aussi une série au travers de Woo Young-woo et aussi d'autres personnages qui parlent d'autisme. Alors ce qui est important à préciser, c'est que l'actrice principale qui joue Woo Young-woo n'est pas autiste elle-même. Quand j'ai su ça, je me suis renseignée sur cette série parce que je me suis dit que si cette série disait des choses problématiques sur les personnes autistes, j'avais pas envie forcément de la mettre en avant. Et j'ai vu quelques personnes dire que même si cette série parfois reprenait des clichés sur les personnes autistes, c'était quand même assez minime et que c'était quand même une série qui évoquait des sujets qui étaient importants et que certaines personnes autistes vivaient au quotidien. Après, les personnes autistes que j'ai lues, elles ne représentent pas toutes les personnes autistes, donc je suppose qu'il y a des personnes autistes qui vont dire que la représentation est bien, d'autres qui vont dire que la représentation est pas bien du tout. La force de cette série, c'est surtout les personnages. C'est des personnages qui sont tellement bienveillants et tellement gentils et ils ont des défauts, mais c'est des défauts qui sont tellement humains. Et puis surtout, cette série comporte l'homme idéal, Lee Jun-ho, qui est le romantic interest de Woo Young-woo. C'est vraiment l'homme parfait. Moi, mon personnage préféré, c'est l'avocat Jung, qui est le boss, le mentor de Woo Young-woo. C'est un personnage, c'est le genre de personnage que j'adore. D'ailleurs, il ressemble énormément dans sa personnalité à un des personnages de mon roman. Quand je l'ai vu direct, je me suis dit, mais en fait, vous êtes les mêmes personnes. C'est un bourreau de travail qui reste à son bureau jusque tard, qui est un peu gêné, qui parle pas beaucoup, qui parle quand il y en a besoin et quand c'est pertinent, mais en même temps, il est tellement drôle et tellement gentil et j'adore ce personnage. Moi, ce genre de personnage un peu, tu vois, qui travaille beaucoup, qui parle pas beaucoup, mais qui sont en même temps tellement
tellement bienveillante et tellement drôle. Moi il me faut que ça, hein. Rien que pour la scène du rap du pingouin, il faut que vous regardiez cette série. Il y a une scène où la team des avocats là, je vais pas vous raconter le contexte parce que c'est trop long. Imaginez juste des avocats face à un client qui rappe cette chanson de pingouin. Moi ça m'a terminé, rien que d'y penser là je suis morte de rire. Cette scène elle est iconique, c'est une de mes scènes préférées ever. D'ailleurs j'oublie de vous dire les choses de base. En fait cette série pour l'instant ne comporte qu'une seule saison qui est valable sur Netflix et la saison 2 va sortir. Alors je sais pas si ça a été déjà tourné, si ça va être tourné. J'ai été moins convaincue par les derniers épisodes de la saison. Il y a en quelque sorte un peu de drama et ça tourne un peu en rond. J'ai quand même apprécié les derniers épisodes, mais pour moi ils n'étaient pas à la hauteur de la première moitié. Évidemment vous me connaissez, je vous parle de mes coups de cœur de séries de cette année 2023. Je ne peux pas ne pas évoquer la saison 2 de Heartstopper. Comme pour la saison 1, il y a eu des changements par rapport au livre. Des scènes qui ont été rajoutées, qui n'étaient pas dans les livres, parce que d'ailleurs mes livres d'Heartstopper sont là. Il y a eu des changements, des rajouts, des choses supprimées, mais j'ai trouvé que contrairement à la saison 1, tous ces changements étaient bénéfiques à la série et surtout permettaient d'approfondir les personnages et de donner plus de profondeur à l'histoire. Notamment les ajouts et les changements dans la saison 1, j'ai trouvé que c'était beaucoup pour faire du drama, pour rajouter un peu... Des choses un peu dramatiques pour pousser à continuer les épisodes et moi c'est ça qui m'a... parce que c'est pas du tout dans l'esprit d'Heartstopper. Et dans la saison 2 j'ai trouvé qu'il n'y avait pas du tout cet aspect-là, ou en tout cas quand il y avait des éléments rajoutés pour créer un peu de drama, c'était quand même réfléchi et ça poussait quand même au développement des personnages, au développement des relations. J'ai trouvé que tous ces changements étaient bénéfiques. Alors évidemment il y a des éléments qui ont été supprimés, des choses rajoutées qui m'ont légèrement frustrée. Je pense notamment à certains dialogues dans les livres qui durent pendant plusieurs pages et qui sont poussés, alors que dans la série, évidemment, ils les raccourcissent. Je pense notamment, il y a toutes et tous, qui aimons les livres d'Heartstopper, il y a toutes et tous une scène entre Charlie à la porte, qui ouvre la porte, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a cette scène qui m'a un peu frustrée parce que j'aurais aimé que ce soit comme dans le livre, mais la frustration que j'ai eue est tellement légère, tellement minime comparée à l'adoration que j'ai eue pour cette saison. Que vous dire de plus par rapport à cette saison 2 ? J'ai trouvé que c'était toujours aussi doux, aussi drôle et aussi profond et triste, et notamment la scène qui clôture la saison 2. Je trouve que c'est rare de voir une scène comme ça en fin de saison. Bon, je parle pas de la toute fin, mais je parle vraiment, vous savez, de la discussion à la fin. Et je me dis, mais c'est rare de voir une fin de saison comme ça où c'est juste deux personnages qui discutent. Et cette scène, vraiment, mais Kit et Joe, mais ils ont vraiment tout donné dans cette scène et j'ai envie de pleurer rien que d'y repenser. Cette série, elle est tellement précieuse parce que ça parle des parcours des personnes queer, ça parle de nos trajectoires de vie et de nos obstacles, mais aussi de notre solidarité entre nous. Et c'est tellement bienveillant en fait, parce qu'on sait que quand on regarde cette série, on va pas voir des personnes queer souffrir. Et ça, c'est un petit peu ce qui m'a embêtée dans la saison 1, même si, vous inquiétez pas si jamais vous connaissez Heartstopper, la saison 1, c'est pas que des personnes queer qui souffrent, bien évidemment, mais c'était un peu plus tourné dramatique comme ça. Je suis encore bouleversée de cette saison. Et surtout, si vous me connaissez, la scène où il y a Seven, quoi. La scène où il y a la chanson Seven de Taylor Swift, je m'en suis pas remise en fait. Juste y repenser, ça me fout les larmes aux yeux. Je me suis pas remise de cette saison en fait. Je l'ai déjà vue 2 fois. Bon, vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais je l'ai vue 2 fois et là j'attends qu'une chose, c'est de la revoir une 3e fois. Mais le problème c'est que cette saison pour moi elle est tellement au-dessus de la saison 1. Parce que la saison 1, je l'aime bien, mais la saison 2 pour moi elle dépasse tout. Donc là autant vous dire que je ne suis personne tant que je n'ai pas la saison 3. Mais en même temps la saison 3 va me détruire parce que... il est où ? Il est là. La saison 3 d'Heartstopper, c'est le tome 4. Ça équivaut au tome 4. Et le tome 4, nous sachons quoi. Niveau série, en cette année 2023, j'ai aussi découvert Station 11, qui est une série qui suit une troupe de théâtre après qu'il y ait eu une épidémie qui ait tué... la majorité des personnes dans le monde. Dans la série, il y a donc 2 temporalités. Il y a la temporalité où on suit le début de l'épidémie et ce qui s'est passé pour les personnages au début de cette épidémie. Et on a aussi la temporalité où c'est plusieurs années après l'épidémie. Le synopsis me plaisait énormément parce qu'on suit une troupe de théâtre dans un monde apocalyptique où
la société n'est plus du tout la même. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est que pour une fois, on a une série apocalyptique où il n'y a pas des zombies. Moi, je me rends compte que ça me saoule, les trucs apocalyptiques où il y a des zombies, j'en ai marre des zombies. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à savoir si j'ai aimé cette série ou pas. Je pense quand même que j'ai plus un avis positif que négatif en même temps. C'est une série qui va beaucoup plus loin que là, le résumé que je vous en ai fait. Et en fait, ce qui m'a un peu déçue, c'est qu'au final, la dimension troupe de théâtre, on la retrouve très peu dans la série. Dans le premier épisode, il y a une scène où il joue Shakespeare qui est incroyable. Et voilà, on suit quand même, c'est une troupe de théâtre itinérante, donc on les suit quand même, mais il y a très peu de scènes de théâtre, alors que moi je m'attendais à ça en fait. Je pense que j'ai pas compris tous les enjeux. À un moment, ça part un peu en cacahuète et ça tourne beaucoup autour d'un livre qui a été écrit par l'un des personnages. Et il y a beaucoup de personnages qui ont une fascination pour ce livre, ça tourne beaucoup autour de ça. Mais il y a quand même des scènes extrêmement touchantes dans cette série, et notamment les relations entre les personnages, je trouve qu'elles sont très bien amenées et très bien développées. Au niveau du montage aussi, c'est très étrange, mais en même temps j'aimais bien. En fait, cette série de manière générale, j'ai pas tout compris, c'était très étrange et j'ai bien aimé, mais en même temps il y a trop de choses que j'ai pas compris pour dire que j'ai absolument adoré, et j'aurais quand même aimé que l'histoire de cette troupe de théâtre soit quand même plus centrée sur les représentations de théâtre plutôt que toutes les histoires cheloues et les enjeux chelous qu'il y a eu. Mais c'était quand même pas mal. Et aussi, je vais vous en parler très succinctement, mais ce qui m'a suivi en 2023, c'est que j'ai repris la série The Big Bang Theory, parce que pour la petite histoire, j'ai regardé Young Sheldon, et j'ai vu que quelques épisodes. En fait, j'ai trouvé ça ennuyeux as fuck. Il n'y a pas d'enjeu, on s'ennuie, je trouve pas ça drôle. Donc je me suis dit, au lieu de m'embêter à regarder Young Sheldon, autant reprendre The Big Bang Theory. C'est une série à l'époque que j'avais vue que jusqu'à la saison 9. Et sauf que c'est une série qui va jusqu'à la saison 12, donc il y a plusieurs saisons que je vais découvrir, et que là d'ailleurs j'ai pas encore fini de tout regarder, que là je suis rendue à la saison 10. Je l'aime beaucoup et j'ai toujours cette nostalgie quand je la regarde. Mais en même temps, il y a quand même des choses qui me dérangent. Il y a beaucoup de blagues racistes qui sont faites à rage par rapport au fait qu'il soit indien. Et on dirait aussi que c'est un trait de personnalité, le fait qu'il soit indien, alors que les autres persos, c'est pas un trait de personnalité, le fait qu'il soit blanc ou américain. Et là, il est étranger, alors attention, c'est un trait de personnalité qu'on doit ressortir à tous les épisodes. Mais l'humour de cette série, quand il n'est pas oppressif, est quand même très drôle. En fait, moi, c'est un peu... ça passe ou ça casse. Soit il y a des blagues qui me font pas du tout rire, soit il y a des blagues qui me font mourir de rire. Je me suis rendu compte à quel point ça se répétait beaucoup, qu'il y avait quand même des blagues recyclées, ou en tout cas des thèmes de blagues qui sont recyclés. Et aussi ce que j'ai remarqué dans The Big Bang Theory, et que j'ai remarqué aussi quand j'ai revu Desperate Housewives, c'est qu'au final, les personnages, quand tu les regardes de la saison 1 à la dernière saison, en fait, au final, leurs défauts restent les mêmes et les problématiques restent les mêmes. Par exemple, dans The Big Bang Theory, Sheldon, il comprend pas le sarcasme. Et ça, c'est utilisé de la saison 1 jusqu'à là, je suis rendue à la saison 10, et l'épisode d'hier, il y avait encore une blague sur « Ah, il comprend pas le sarcasme, je dis un truc sarcastique et ah, il le comprend pas ». Genre, ça fait 10 saisons qu'on rigole du même truc, et il y a ça sur plein d'aspects de The Big Bang Theory. Et j'ai remarqué ça aussi dans Desperate Housewives. Alors, Desperate Housewives, c'est une série qui est extrêmement bien écrite, qui est drôle, qui est touchante, qui est profonde. Mais je trouve que les personnages, au final, ils changent pas tant que ça. T'as un épisode... L'enjeu de cet épisode, ça va être l'égoïsme et l'apparence de Gabrielle. Donc elle va avoir tout un épisode pour que la morale de l'histoire ce soit un petit peu fais pas trop attention à ton apparence et sois moins égoïste. Donc à la fin, la morale de l'histoire c'est ok, je vais moins l'être. Et 2 épisodes plus tard, le début de l'épisode c'est Gabrielle qui est égoïste et qui fait tout un cheminement pour l'être moins. Et ça se répète comme ça, épisode par épisode. Et Lynette, c'est un peu pareil, il y a beaucoup de problématiques comme ça qui se répètent, surtout dans la dernière saison. Elle veut récupérer Tom. Alors déjà, ça c'est une aberration de nous dire que Lynette veut récupérer Tom, ça aurait dû être le contraire. Mais bref, je vais pas m'épancher sur le sujet, sinon on est là encore dans 6 heures. Il y a un épisode où au début, Lynette, elle veut récupérer Tom, donc elle est un peu bitchy avec la meuf de Tom et tout pour pouvoir le récupérer. Et à la fin, bon, il faut que je laisse Tom vivre sa vie. Et l'épisode d'après, ça va être la même chose. Ça va être la même morale, le même cheminement pour laisse Tom vivre sa vie. Bref, je tiens à préciser que si je vous parle pas de livres dans cette vidéo, c'est parce que j'en ai fait une vidéo dédiée. Je vous renvoie à ma vidéo de mes meilleures lectures de l'année 2023. Ce que je peux faire là, parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue, c'est vous montrer mes 2 meilleures lectures de cette année 2023. L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante et Babel de Rebecca F. Kuang. Ce sont 2 énormes coups de cœur, des livres magistraux pour des raisons totalement différentes, mais des livres qui en valent totalement
la peine. Je vous propose maintenant de parler de jeux vidéo avec notamment le premier jeu vidéo auquel j'ai joué en cette année 2023, enfin l'année dernière plutôt, j'ai du mal à me dire qu'on est en 2024, c'est Life is Strange 2. Il y a 3 opus de Life is Strange. Le Life is Strange original qui est mon jeu vidéo préféré, il m'a bouleversé et marqué à vie. Le deuxième opus, Life is Strange 2 et Life is Strange 3 True Colors auquel je n'ai pas encore joué parce que je fais durer le plaisir. En 2023, en tout cas, j'ai joué au deuxième opus de Life is Strange qui suit 2 frères qui, suite à un drame, partent dans une sorte de road trip, même si c'est plutôt pas vraiment un road trip, genre ouais, on prend un van et on voyage. Là, c'est plutôt, ils sont obligés de partir et pour se sauver et ne pas être retrouvés. Je vais pas trop vous en dire pour vous laisser découvrir. On suit donc les aventures de Sean et de son petit frère Daniel, qui s'est révélé avoir des pouvoirs de télékinésie. Les jeux Life is Strange se démarquent parce que ce sont des jeux narratifs à choix. Des fois, il y a des choix juste au niveau du dialogue qui changent des petites choses à l'histoire mais qui ne sont pas non plus cruciales. Et face à certaines situations, il y a des choix primordiaux à faire où tu dois choisir entre 2 choix et les choix que tu fais changent le cours de l'histoire et les fins. Life is Strange, c'est vraiment mes jeux préférés parce que moi, tout ce qui est jeu narratif à choix, c'est totalement ce qui me plaît. D'ailleurs, ce que j'ai particulièrement aimé dans ce deuxième opus de Life is Strange, c'est qu'il y a plus de fins possibles à la fin que dans le tout premier. Dans le tout premier, qu'importe les choix que tu fasses, tu tombes sur les 2 mêmes choix à la fin. Alors que là, dans le deuxième, il y a 4 fins possibles. Et en plus, c'est selon comment tu joues, comment ta relation entre Sean et Daniel, les 2 frères, évolue. C'est ça aussi qui peut perturber les choix finaux. C'est un mélange entre scènes palpitantes durant lesquelles les personnages se retrouvent en danger, des scènes d'action où il faut aller vite, faire les choses vite, faire des choix vite. Mais il y a aussi des scènes contemplatives, des scènes douces, où juste les personnages ils écoutent de la musique. Dans Life is Strange 2, tout comme dans le 1, on s'attache énormément aux personnages, Sean et Daniel, mes enfants. Ce qui est important à préciser pour cet opus de Life is Strange, c'est qu'il aborde des thèmes qui sont très durs comme le racisme, la discrimination et les violences policières. Cet opus de Life is Strange m'a bouleversée, tout comme le premier. Il est resté très longtemps avec moi après y avoir joué et j'ai très envie d'y rejouer. Après, je dirais que le seul petit point de déception, c'est que j'ai trouvé que dans l'exploration de l'univers, il y avait moins de choses que dans le premier Life is Strange, qu'il était en quelque sorte un petit peu moins riche. Après là, c'est aussi le contexte qui s'y prête parce que dans Life is Strange 1, on est dans une école, mais on peut un peu aller dans les chambres et fouiller. Il y a beaucoup de petites interactions comme ça qu'on peut faire, alors que dans Life is Strange 2, il n'y a pas ça. Après, il faut aussi mettre le contexte du 2 où les personnages, c'est pas une vie, un quotidien comme les autres, quoi. Ils sont un petit peu en cavale. J'aurais aimé que les fins soient différentes, je pense. Moi, j'ai quand même eu la fin que j'ai préférée, parce qu'après, j'ai regardé toutes les fins possibles sur YouTube, et vraiment, j'ai eu la fin que j'ai préférée, la meilleure fin pour moi, donc je suis contente. Dans la même idée, je voulais aussi évoquer le jeu Tell Me Why, qui d'ailleurs a été développé par la même boîte que Life is Strange. On se retrouve donc face à un jeu narratif à choix, tout comme Life is Strange, même si dans Tell Me Why, les choix et même l'histoire de manière générale sont pas aussi poussées que dans Life is Strange. On suit Allison et Tyler qui sont 2 jumeaux qui ne se sont pas vus depuis 10 ans. Ils se retrouvent dans la maison de leur enfance qui est dans une petite ville d'Alaska et dans ce jeu on suit une sorte d'enquête sur la mort de leur mère. On plonge dans le passé des personnages pour essayer de comprendre ce qui est arrivé la nuit où leur mère est décédée. Si vous aimez les histoires de secrets familiaux, de souvenirs et on essaye de remonter dans le passé pour voir ce qui s'est réellement passé, ce jeu est totalement fait pour vous. C'est un jeu qui est lent et contemplatif. Il y a quand même des scènes où il faut un peu fouiller, se cacher, faire des choses, mais ça va pas être le stress de votre vie, c'est quand même assez calme de manière générale. C'est surtout un jeu qui permet une expérience émotionnelle très forte, c'est un jeu très touchant qui développe merveilleusement bien les relations entre les personnages, surtout entre Tyler et Allison, les jumeaux. C'est aussi un jeu que j'ai trouvé très inventif sur plusieurs aspects. Je vais pas tout vous dire pour vous laisser découvrir, mais la mère de Tyler et Allison a créé des histoires avec ses enfants et on peut voir ces histoires dans un livre et nous-mêmes, en jouant, on peut lire le livre et lire les histoires. Et à un moment, il y a un petit peu une enquête qu'il faut faire
en reprenant des éléments des histoires. Donc il faut un peu se plonger dans les histoires et reprendre les éléments pour après pouvoir débloquer des codes, etc. Pour moi, le thème principal de ce jeu, c'est la mémoire, les souvenirs, et qui pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il se pourrait que nos souvenirs nous mentent pour nous protéger? Est-ce que faire mentir nos souvenirs pour nous protéger, c'est une bonne chose? Est-ce qu'on peut en quelque sorte choisir nos souvenirs? Il faut quand même pas des fois trop se mentir à nous-mêmes, mais dans ce jeu, vous verrez qu'il y a des situations comme ça où tu dois un petit peu choisir les souvenirs et tu dois un petit peu choisir entre protéger les personnages et savoir la vérité, mais en même temps la vérité tu pourras jamais vraiment la savoir parce que c'est qu'au travers des souvenirs. En cette fin d'année 2023, j'ai découvert un jeu qui a absolument bouleversé ma vie, qui m'a bouleversé moi en tout cas, c'est le jeu Detroit Become Human. Vous allez commencer à me connaître, tout comme Life is Strange et Tell Me Why. Detroit Become Human, c'est un jeu narratif à choix. Mais comparé à Life is Strange et Tell Me Why, c'est 1000 fois plus poussé. Detroit Become Human se déroule dans un futur proche dans lequel les androïdes font partie intégrante de notre société. Et on va suivre 3 points de vue, 3 storylines, celui de Connor, Kara et Marcus. Et est-ce que j'en dis plus? Non, je vais vous laisser découvrir ce qui se passe. C'est un jeu qui parle d'humanité. C'est qui au final les véritables humains? C'est qui au final les véritables robots, les véritables monstres? Et c'est un jeu qui parle de liberté, de discrimination, de révolte, de tellement de sujets. C'est un jeu qui est tellement riche et tellement immersif. Bah déjà, faisons une comparaison. Je vous parlais de Life is Strange 2, il y a 4 fins possibles. Dans Detroit Become Human, il y a 48 fins possibles. Et encore, je crois que c'est ce que j'ai lu, peut-être qu'au final il y en a plus. Dans Detroit Become Human, quand on vous dit que les choix changent le cours de l'histoire, perturbent le cours de l'histoire, c'est vrai. Tu peux mourir à tout moment. Alors que dans les Life is Strange, bah, c'est pas trop un spoiler de vous le dire, mais voilà, t'es assez tranquille, tu sais que tu vas pas te retrouver avec une balle dans la tête si par exemple tu vas dans un endroit. Dans Détroit, tu ne sais pas. Comme les Life is Strange, à chaque fin d'épisode, on peut voir les choix qu'on a faits et les choix qui sont possibles. À chaque fin de chapitre de Detroit Become Human, tu te retrouves face à une multitude d'embranchements où en fait tu vois que ce choix que t'as pas fait, ça aurait pu mener à 4 possibilités. De ce fait, forcément, le jeu n'est pas du tout le même selon la personne qui y joue. D'ailleurs, moi je suis allée voir plein de scènes sur YouTube que je n'ai pas eues dans mon jeu. Parce que c'est pas juste les fins qui sont différentes, c'est vraiment, il y a des scènes entières, des storylines où je me dis, purée, j'aurais trop aimé la voir. Là, si j'y rejoue dans un an, je vais possiblement avoir un jeu totalement différent. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, j'en parlais avec une amie, et elle me racontait des scènes qu'elle avait eues, et j'étais là en mode, ah mais on peut avoir ces scènes. Alors par contre, pour tout vous avouer, niveau anxiété, Detroit Become Human est 3000 levels au-dessus de Life is Strange. Bon, peut-être pas autant, mais j'ai eu tellement d'angoisse en jouant Detroit Become Human parce que Life is Strange, moi c'est pour ça que c'est mes jeux préférés, c'est que il y a des scènes d'action certes, mais il y a aussi des scènes de vie, des scènes un peu plus douces. Dans Detroit Become Human, il y a quand même beaucoup plus de scènes d'action où tu dois te dépêcher, où tu dois faire des trucs, où il y a des courses-poursuites. Il y a quand même des scènes qui prennent plus leur temps, qui permettent de développer les personnages et notamment les androïdes parce que peut-être qu'au final ils vont devenir déviants. Déviants, c'est les androïdes qui en gros deviennent humains et non plus ont des émotions, contrairement aux androïdes qui ont été construits dans le but de faire les tâches des humains sans avoir d'émotions. La storyline de Kara m'a foutu dans une angoisse, mais pas possible. Il y a notamment une scène avec Zlatko, les gens qui ont joué nous sachons, mais je ne pouvais même pas regarder ce qui se passait. Mais c'est aussi un jeu qui pose de manière très forte des enjeux sociaux et des questions sociales. C'est un jeu qui parle de quête d'égalité des droits, qui parle de lutte et de révolte. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui fait écho à Babel de R.F. Kuang, qui est juste là, cette petite merveille, parce que dans Detroit Become Human, il y a la question de est-ce que la violence est légitime quand on se bat pour nos droits? Et ça, c'est selon les choix que vous ferez, en fait. La question, elle est là, les personnages ont des avis différents, et ça, c'est à vous de faire le choix de comment vous voulez faire les choses. Je vous jure, ce jeu, j'y pense quasiment tous les jours. Connor est l'un de mes fonds d'écran de téléphone, et les musiques de Detroit Become Human, je les ai beaucoup écoutées quand je lisais, etc. Parce que déjà, les musiques sont objectivement très bonnes, mais aussi, je voulais être replongée dans cette histoire avec les personnages. Ma seule toute petite déception par rapport à Detroit Become Human, c'est que la fin m'a un petit peu laissée sur ma faim. Après, il faudrait que j'y rejoue parce que
peut-être qu'en y rejoignant, je tomberai sur d'autres scènes que je n'ai pas eues là lors de mon premier jeu. Et puis aussi, on va pas se mentir, la frustration que je ressens, c'est aussi parce que j'étais tellement immergée dans l'histoire et tellement attachée au personnage que j'aurais aimé que le jeu dure encore des heures. Ma petite déception, c'est que j'aurais aimé que les 3 personnages principaux aient plus d'interaction entre eux. Je vais pas trop vous en dire pour pas trop vous spoiler. D'ailleurs, si comme moi vous aimez les jeux narratifs à choix, je voulais vous parler d'un jeu de société qui s'appelle Alice is Missing, qui est sorti là en 2023 et que j'ai eu la chance de découvrir. C'est un jeu narratif qui est très particulier parce qu'on y joue en groupe sans se parler à voix haute. En fait, on se parle qu'à travers des messages. C'est un jeu qui a une vibe très forte de Life is Strange, et d'ailleurs c'est écrit dans le livret que Life is Strange a été une grosse inspiration pour ce jeu, et ça m'a pas du tout étonnée. Le personnage d'Alice disparaît et nous, on joue les amis d'Alice, et il y a aussi le frère d'Alice, ça dépend des personnages que vous choisissez. Tout simplement, on mène une enquête pour savoir ce qui est arrivé à Alice. Et donc c'est un jeu qui se passe qu'au travers du téléphone. Et quand j'y ai joué, eh bien, avec mes amis, on a créé un groupe WhatsApp, on s'est renommé pour avoir les noms de nos personnages. Toutes les 10 minutes, l'un des joueurs tire une carte, et dans cette carte, il y a écrit une information, et cette information, tu la partages sur le groupe par message, toujours sans parler, et c'est comme ça que l'histoire avance jusqu'à découvrir ce qui est arrivé à Alice, et il y a plusieurs fins possibles. Je trouve le concept absolument fabuleux, et surtout, ne pas parler et jouer qu'au travers du téléphone, ça permet d'être vraiment immergé dans l'histoire. Passer 1 heure sur son téléphone à envoyer des messages, à chercher qu'est-ce qui aurait pu arriver à Alice, et d'un coup le jeu est fini, tu relèves les yeux, tu vois les gens, surtout qu'on avait éteint les lumières, on était vraiment immergé dans cette histoire, et c'est vrai que le retour à la réalité était très étrange, et rien que pour ça, c'est un jeu que je trouve tellement original et prenant. Vraiment, j'encourage tout le monde à juste tenter l'expérience parce que c'est tellement original et unique que je pense que vous passerez un bon moment. J'ai seulement été un petit peu frustrée par la fin parce que, si vous me connaissez, je suis très pointilleuse et très exigeante sur les fins, que ce soit des jeux, des livres, des films, de tout ce que tu veux. Et j'ai eu cette impression de tout ça pour ça. Après, ça n'enlève rien à l'expérience tellement immersive et unique que j'ai eu en jouant à ce jeu, donc rien que pour ça je vous le conseille. Et puis c'est moi aussi qui suis chiante avec mes fins, je suis très pointilleuse et j'ai toujours besoin d'un truc très fort en fin. Et là c'est vrai que je m'attendais à plus. Je pense aussi que ce jeu peut être une expérience très différente selon les personnes avec qui vous jouez, étant donné qu'on écrit toutes et tous de manière différente, qu'on réfléchit toutes et tous de manière différente. C'est les genres de jeux comme ça, narratifs, très humains, à choix. Évidemment, vu qu'il y a des choix à prendre, etc., des chemins différents à prendre, évidemment, ça change selon les personnes. Ça y est, c'en est tout pour cette vidéo. J'ai l'impression de vous avoir présenté 1 million de choses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir des choses. Évidemment, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me dire en commentaire, et vraiment, par pitié, faites-le. Dites-moi en commentaire, vous, quelles ont été vos découvertes et vos rencontres et vos coups de cœur, tout simplement, culturels de cette année 2023. Et évidemment, si vous avez joué, vu l'une des œuvres culturelles dont je vous ai parlé dans cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? N'hésitez pas à partager avec moi. Moi, c'est pour ça que je passe 3 heures à tourner des vidéos. C'est pour partager, donc n'hésitez pas à le faire aussi, tant que c'est dans la bienveillance, évidemment. En plus du commentaire, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un like. Ça permet de soutenir ma chaîne et de vous abonner. Pourquoi pas, si jamais mon contenu vous intéresse. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.